Je commencerai par une citation de Oswald de Andrade, qui date de 1920 environ, un écrivain brésilien dont le mot d'ordre était « Tupi or not Tupi ». Et j'ai repris ce titre, ce manifeste, sous la forme un peu différente, Topo Tupi, hein, qui normalement devrait être en ligne bientôt. Hein, c'est encore une variante. Et puis, il y a une troisième variante aussi, le nu et le vêtu, dans l'histoire d'un voyage sur la terre du Brésil. Mais là, je parlerai de l'aventure, de l'inventaire et du commentaire. Un récit de voyage, disait le regretté Réal Ouellet, qui est malheureusement disparu cette année, tient de l'aventure et de l'inventaire. Et l'on peut dire que Léry a mis un peu d'aventure au début et à la fin de son histoire d'un voyage sur la terre du Brésil, aventure au début, aventure à la fin, et de l'inventaire dans l'intervalle. Le reste donc, du voyage dans la terre du Brésil relevant principalement de l'inventaire, avec toutefois un commentaire omniprésent. Ça, c'est le troisième terme, aventure, inventaire et commentaire. Avant l'aller par mer de Honfleur à Guanabara, et avant le retour par mer qui est un peu plus brièvement traité, mais qui a duré plus longtemps, qui a duré 1 mois de plus, c'est-à-dire 5 mois au lieu de 4, il y a donc une quinzaine de chapitres qui sont consacrés au Brésil même, répartis entre nature et culture. La nature, si l'on veut, jusqu'au chapitre 13, la culture, entre guillemets, du chapitre 14 jusqu'au chapitre 19, depuis la guerre jusqu'à la mort et avant le manuel de conversation franco-tupi. Les enquistements de l'aventure dans l'inventaire n'obligent pas une progression chronologique rigoureuse, mais se font un peu au hasard, selon l'inspiration du moment, ou du moins en apparence. Frédéric Tinguely, dans un chapitre de son livre, un article devenu chapitre de livre, a montré que il n'y avait pas dans ces enquistements successifs de l'aventure dans l'inventaire une progression chronologique stricte. Léry ne dispose pas dans l'ordre ses aventures, mais selon l'occasion, selon des ruses tout à fait spécifiques et qui varient à chaque fois. C'est un texte finalement assez drôle, assez déconcertant parfois, toujours surprenant et qui n'ennuie pas le public. Et on en veut pour preuve l'attention qui portent les agrégatifs de cette année, comme d'il y a 23 ans déjà. Donc, si on les place en vis-à-vis, on s'aperçoit donc que l'histoire d'un voyage entretient maintes différences avec les singularités de la France antarctique, qui est l'ouvrage d'André Tévé, qui lance le Brésil en France, si je puis dire, en 1557. Et chez Tévé, qui est l'adversaire désigné de Jean de Léry, il y a un peu un mélange de l'aventure et de l'inventaire. C'est un pêle-mêle de merveilles où les richesses naturelles sont mêlées aux traits culturels, où les Amazones légendaires cohabitent avec les traits réels indiens anthropophages, les Indiens Tupis. Le catalogue est ordonné au contraire de manière systématique chez Léry, qui commence par un portrait en pied des Tupinambas, poursuit par la faune, la flore et les mœurs des Brésiliens, chaque chapitre découpant à l'intérieur du savoir exotique une région bien délimitée, grosses racines et gros milles, chapitre 9, animaux, venaisons, gros lézards, serpents et autres bêtes monstrueuses de l'Amérique, chapitre 10, oiseaux, grosses chauves-souris, abeilles, mouches, mouchillons et autres vermines étranges, chapitre 11, d'aucuns poissons plus communs, chapitre 12, chapitre 13, les arbres, herbes, racines et fruits exquis que produit la terre du Brésil. L'homme, comme l'enseigne l'Écriture sainte, mais aussi l'histoire naturelle des anciens, de Pline notamment, est la fin de la création. La nature n'est ni indifférente ni marâtre, elle obéit à un plan et à une intention, elle est régie par une providence. Dieu, dans la Genèse, a créé le ciel et la terre et toutes ces créatures pour le service de l'homme, seul être créé à son image. Genèse 1, 26, 28. Cette finalité se traduit par une hiérarchie. Comme le rappelle Philippe Duplessis-Mornay, au début de son traité de la vérité de la religion chrétienne, il y a 4 degrés de choses, celles qui sont, celles qui vivent, celles qui sentent et celles qui entendent. Dans l'ordre, ces 4 degrés correspondent premièrement aux éléments et aux minéraux, deuxièmement aux plantes, troisièmement aux animaux et quatrièmement à l'homme qui tout à la fois domine et récapitule la création. L'homme est en effet, entre tous les êtres, le seul qui tout à la fois est, vit, sent et entend. Au-dessus de l'homme, on ne trouve que Dieu, bien sûr, de sorte que tout naturellement, et c'est la première preuve de son existence, l'homme nous mène à Dieu
Il suffit de gravir l'échelle des êtres ou, pour emprunter une métaphore voisine, de remonter la chaîne des créatures pour découvrir le principe et le premier moteur. La bonne méthode descriptive que suit Léry, déduisant les choses par ordre, comme il le dit, et faisant implicitement la leçon à son devancier, André Tévé, est donc de commencer par un portrait de l'homme, et tel est l'objet du chapitre 8, du naturel, force, stature, nudité, disposition et ornement du corps, tant des hommes que des femmes sauvages brésiliens. Alors la nudité, je le dis entre parenthèses, j'en ai traité dans l'article apparaître depuis des mois, presque un semestre dans Viatica, et qu'on attend toujours. La nudité est un habit. C'est une sorte d'habit. On a beau être nu, les Tupinambas ont beau être nus, ils sont habillés quand même. Ils sont habillés de couleurs, de plumes, etc. Et puis ils vivent nus, et c'est un habit. Donc l'habit nu, ça pourrait être une leçon d'agrégation paradoxale. Alors, les créatures, bêtes et plantes, sont décrites en fonction de leur utilité pour l'homme ensuite, ou au contraire de leur nocivité. Les animaux comestibles sont faits pour être mangés, de même que les productions du sol, les légumes et les fruits. Cette finalité explique pourquoi l'inventaire s'ouvre par le manioc et le cagouin, qui sont le pain et le vin des sauvages, c'est-à-dire la base de leur alimentation solide et liquide. Et d'ailleurs, le manioc et le cagouin auraient dû remplacer le pain et le vin de la Seine si les protestants réfugiés parmi les Indiens à la fin de leur séjour au Brésil avaient dû communier. C'est ce que dit Jean Léry. Ensuite sont énumérés les animaux suivant les trois éléments qu'ils habitent, la terre, l'air et l'eau. Alors la terre, chapitre 10, l'air, chapitre 11, et l'eau, chapitre 12. Telle est la distribution traditionnelle de l'histoire naturelle durant tout le Moyen-Âge et encore la Renaissance. Animaux terrestres, volatiles et aquatiles, la taxinomie se fondant moins sur la morphologie que sur le milieu au sens large. C'est pourquoi, au chapitre 10 de l'histoire, les mammifères quadrupèdes sont réunis aux reptiles et aux batraciens. On trouve également dans cette classe des reptiles amphibies, comme le crocodile ou jacaré. De la même manière, les chauves-souris sont rangées avec les oiseaux, tout comme les insectes et la vermine, chapitre 11. De même encore, la catégorie des poissons inclut, à côté des poissons proprement dits, les cétacés, dont la baleine, et les mollusques, dont les vigneaux, sans oublier des créatures plus ou moins fantastiques, telles que les sirènes et tritons, qui sont des mammifères marins, chapitre 12. De plus, les trois éléments sont inventoriés tour à tour selon le rapport de proximité à l'homme. Il est inévitable de commencer par les animaux terrestres, nos plus proches voisins, et tout aussi logique de poursuivre par les volatiles, puisque l'homme, seul de tous les animaux, selon un adage venu d'Ovide, a la face tournée vers le ciel. Os homini, sublimé d'édite. Os homini, sublimé d'édite, Métamorphose 1,85. Les aquatiles ne viennent qu'en troisième lieu, l'eau étant inférieure au sens strict à l'air, au double sens hiérarchique et local. Il s'ajoute à cela une raison qui tient au récit de la Genèse. Les poissons, contrairement aux oiseaux et aux animaux terrestres, n'ont jamais été nommés par Adam. Genèse 2, 19-20. Comme le souligne Frédéric Tinguely, ils n'ont donc pas d'identité propre et n'existent que par rapport aux espèces peuplant le ciel et la terre. L'universelle analogie permet tout au moins de leur donner un nom d'après les quadrupèdes terrestres et les oiseaux qui ont été énumérés précédemment. Il y aura donc la vache marine et l'araignée de mer, l'hippocampe ou cheval marin, le marsouin, qui est un cochon des mers, un cochon océanique si on peut, et que Léry nous montre soufflant et ronflant comme le ferait un porc terrestre. C'est la page 131. Le requin, ou requin, comme le dit Léry, le requin, c'est un chien, comme on dit en picard, c'est un chien. Et il a pareillement la gueule aussi fendue que celle d'un loup ou d'un dogue d'Angleterre. Le requin, c'est un quin. Léry rappellera du reste cette commune opinion qu'il y a dans la mer de toutes les espèces d'animaux qui se voient sur Terre. Cette opinion n'est pas seulement une idée généralement reçue, qui a permis, par exemple, à la propagande luthérienne de découvrir des monstres tels que le veau moine et l'évêque de mer, comme sûr présage de la chute de l'Église romaine. Ces monstres sont représentés dans les monstres et prodiges d'Ambroise Paré, dans l'édition de Jean Séard. Dans les hiérarchies des êtres, les végétaux viennent après les animaux, les choses qui vivent seulement après celles qui sentent, pour reprendre les termes de Duplessis-Mornay, ou comme le dit Léry, les choses ayant âme végétative après celles qui ont vie, mouvement et sentiment. Les arbres, herbes, racines et fruits sont donc décrits dans un chapitre à part, le dernier des 4 qui sont consacrés à l'histoire naturelle du Brésil.
On a vu toutefois que les riz, comme était une entorse à ce principe, le blé et le vin des sauvages sont traités en priorité, pour commencer, précédant même le catalogue des animaux. Dans ce cas, le principe d'utilité prime sur le principe hiérarchique. Il s'agit en l'occurrence de végétaux humanisés, de plantes dont la dignité est relevée dès lors qu'elles sont entrées dans la sphère de la culture. Le principe d'utilité se vérifie à l'échelon inférieur de la description. À l'intérieur de chaque chapitre, c'est la valeur d'usage qui ordonne la classification. L'exposé commence toujours par la créature mangeable, les indigestes ou vénéneuses étant rejetées en fin de chapitre. On commence par ce qui se mange, et ce qui se mange le plus souvent, et on finit par ce qui est immangeable. Prenons l'exemple du chapitre 10, des animaux, venaisons, gros lézards, serpents et autres bêtes monstrueuses de l'Amérique. Les riz déclarent d'entrée de jeu, pour donc décrire les bêtes sauvages de leur pays, lesquelles, quant au genre, sont nommées par eux sots, je commencerai par celles qui sont bonnes à manger. Même amorce au chapitre suivant, qui traite des oiseaux. Je commencerai aussi ce chapitre des oiseaux, lesquels, en général, nos Tupinambaout appellent Oura, par ceux qui sont bons à manger. Un second critère de classement se conjugue immédiatement au premier, celui de la taille. Pline déjà, à l'intérieur de chaque groupe, commencer par les animaux les plus grands, l'éléphant, la baleine, l'autruche, privilégiant ainsi d'emblée ceux qui se prêtent à des récits merveilleux. De même, les riz, dans le chapitre des animaux terrestres, décrit d'abord le tapir ou tapir roussou, qui est presque de la grandeur et grosseur et forme d'une vache. À l'intersection des deux critères, la comestibilité et de taille, le tapir est la bête qui donne le plus de viande. C'est donc à elle que revient l'honneur d'être nommée en premier. Le tapir offre non seulement sa chair, qui a presque le même goût que celle de bœuf, mais aussi son cuir, dont les Indiens font leur targe, c'est-à-dire leurs boucliers, rondelles et boucliers. Le cas échéant, et dans les situations de famine extrême, ce cuir de tapir, grillé sur la braise ou bouilli, fournit une nourriture appréciée. C'est dans l'un des derniers chapitres de l'histoire d'un voyage, on voit comment, sur le vaisseau du retour, les matelots se mettent à cuire, à découper, à cuire les boucliers en cuir de tapir qu'ils ont rapportés du Brésil. Et déjà dans Sancerre, déjà dans l'histoire mémorable de la ville de Sancerre, Léry consacrait tout un paragraphe à la manière qu'il y avait de cuire les boucliers de cuir de tapir. Il en parle déjà dans l'histoire mémorable de la ville de Sancerre, publiée donc en 1574. Viennent ensuite les autres sauvagines de moindre grosseur qui se mangent pour la plupart agouti, tapiti, pag, sarig et tatou. Pour la taille, elles sont comparées tour à tour à un cochon d'un mois, au lièvre, à l'écureuil, au chien braque, au putois et au hérisson. Nouvelle récapitulation touchant, je cite, les susdits animaux qui sont les plus communs pour le vivre de nos Américains. Les animaux suivants se mangent encore, mais avec plus de réticence. Ils aspirent de la crainte ou de l'horreur. Il s'agit de reptiles et de batraciens entremêlés, crocodiles ou jacarés, lézards de diverses tailles, crapauds buffles à la peau rouge, serpents gros et petits, comestibles ou vénéneux. Cette seconde section du chapitre marque un éloignement progressif de l'humain et un apprivoisement de plus en plus malaisé de la réalité exotique et aboutit à une anecdote merveilleuse. Alors, c'est un passage qui a été longuement et magnifiquement commenté par Frédéric Tinguely dans son livre. La rencontre au coin d'un bois et le long d'une profonde vallée, comme dit Léry, comme écrit Jean de Léry, d'un lézard monstrueux, beaucoup plus gros que le corps d'un homme et long de 6 à 7 pieds, l'un des pieds devant levé, la tête haussée et les yeux étincelants. TV se moquera de ce rare trait de fantastique présent dans le récit de Léry. En fait, Léry et ses compagnons se sont retrouvés nez à nez avec un iguane. Et alors, Léry consacre tout un récit tout à fait merveilleux, mais qui est magnifique. On remarque toutefois que le fantastique ici ne tient pas à une vision erronée de l'animal, qui pourrait être, plutôt que le sucuri ou l'anaconda, comme on le dit en général, un iguane, voire un caïman de grande taille. Le fantastique, et j'ai moi-même eu l'expérience de me retrouver face à face avec un iguane. C'était au Yucatan, ce n'était pas du tout au Brésil, c'était au Mexique. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on se retrouve face à face avec cet animal qui vous regarde droit dans les yeux. On reste un instant interdit. Bon, je referme la parenthèse. Le fantastique réside ici dans une impression d'effroi, de peur panique que le texte s'efforce de restituer. Le merveilleux se subjectivise, c'est le regard de l'observateur qui rend le spectacle étrange.
Léry se tient ici sur le bord du merveilleux, un merveilleux incomplètement rationalisé et rendu avec une vérité et une présence remarquable. La peinture des circonstances est particulièrement soignée, la configuration des lieux, une clairière encaissée dans la forêt tropicale, la chaleur de midi, la chaleur étouffante, l'absence de guides indiens, le narrateur et ses compagnons d'escapade confrontés pour cette seule fois, sans truchement d'aucune sorte, avec une réalité qu'ils ne comprennent pas. Donc, sans truchement, hein, j'insiste bien sur le mot de truchement, hein, qui est un mot turc, un mot d'origine turque, que l'on retrouve au Brésil. Hein, le droguement ou le truchement sert d'intermédiaire, d'interprète entre la réalité exotique et le narrateur. Cet intermède narratif qui introduit une pause dans le catalogue et produit soudain une forte tension dramatique prépare l'évocation d'un animal franchement hostile à l'homme, le janoir ou jaguar. Une bête ravissante, comme dit Jean Léry, c'est-à-dire une bête qui ravit sa proie, une bête de proie. Au lieu d'être mangé par l'homme, cet animal le mange. 3 personnes la même semaine en l'un de leurs villages, comme dit Jean Léry. Par la suite, Léry raccrochera à l'évocation de ce redoutable prédateur celle des chiens importés d'Europe, inconnus des Indiens, et leur inspirant une belle peur, à juste titre, quand il s'agit des molosses anthropophages du conquistador Vasco Núñez de Balboa, celui qui a franchi pour la première fois l'isthme mésoaméricain. Après ce point culminant d'étrangeté et de violence, l'inventaire reprend son cours énumératif avec le sous-chapitre des singes, guenons et autres marmots qui ne se mangent guère, sauf en cas d'extrême nécessité et peuvent servir d'animaux de compagnie. Et puis, ça se termine par le paresseux ouaille, aïe ou aïe aïe, de la grandeur d'un gros ours et des griffes fort longues. Cet animal apparaît d'autant plus monstrueux qu'il est réputé vivre de vent. Infatigable chasseur de curiosité, Flaubert, dans La Tentation de Saint-Antoine, en fera un oiseau, un drôle d'oiseau qui se nourrit de vent. Sur cette légende du paresseux qui se nourrit de vent, Thévet raconte qu'il a eu avec lui un paresseux qu'il a gardé 15 jours, qu'il n'a absolument pas nourri et qui est mort, évidemment, à la suite de cette diète prolongée. L'autre animal qui est présenté en même temps que l'Ahuti, c'est le coati, que Léry confond sans doute avec le grand fourmilier, rapprochement que suggère la comparaison de son groin, long de plus d'un pied, rond comme un bâton, avec le bourdon ou le chalumeau d'une cornemuse, la paresse de la mémoire, le métamorphose en créature à la Jérôme Bosch, ce coati fourmilier serait à sa place dans l'enfer musicien qui forme le panneau droit du Jardin des Délices. On constate en définitive, allant de pair avec une extrême bigarrure de surface, une cohérence et une surprogression dans le programme descriptif. L'esthétique de la Varietas s'accommode de pareille rigueur méthodique. Ce chapitre 10 n'est pas un pur chapitre d'histoire naturelle. La faune qu'il décrit est constamment définie par rapport à l'homme en fonction de critères d'utilité tels que la comestibilité, l'usage domestique, le danger qu'elle représente ou au contraire son aptitude à l'apprivoisement, à l'humanisation, serait-on tenté de dire. Alors l'homme à présent. On s'aperçoit que l'homme qui sert de référent ultime à la description se dédouble. Il y a d'abord l'Indien, la culture matérielle, qui inclut dans le cercle de ses pauvres possessions la flore, la faune et la géographie d'un Brésil où il erre de génération en génération, sans vêtements et sans écriture, en maître des lieux peu exigeants. Il y a d'autre part le colon affamé, débarqué avide de son bateau vermoulu et tirant nourriture de tout. Le premier sert de truchement, encore une fois de truchement, au second. Il le guide et met à sa disposition ses techniques de chasse, de pêche et de jardinage. Il lui enseigne l'usage des plantes et des animaux, le secret des simples et des médecines, la maîtrise des poisons. Le second, sans retard, s'adapte et conquiert. Bien plus, il jette sur le nouveau monde le réseau d'analogies que, tel un filet, il ramène vers l'ancien, arrime l'inconnu au connu, assure de la sorte son emprise. L'âne vache, auquel Michel de Certeau a consacré une belle page, le hérisson cuirassé, pareil à un gantelet d'armes vivant, le lièvre à tête de cornemuse, etc. Tous ces miroirs brisés dont parle Michel de Certeau marquent les étapes d'une reconnaissance qui est déjà conquête. De sorte que si on peut affirmer que l'Indien est la fin de la nature américaine dans son état natif et inculte, l'Européen est la fin de l'Indien d'une certaine manière et de la nature déjà humanisée qu'il a en quelque sorte préparé pour lui. Mais il arrive que l'intermédiaire se dérobe. Il suffit que le sauvage s'éclipse
pour que le colon, soudain seul, éprouve ce flottement du regard, cette peur primitive de l'enfant. À preuve, l'exemple de l'iguane monstrueux. Dans ce livre où le cannibalisme occupe une place centrale, la dévoration n'est pas seulement un fantasme ou une hantise, c'est le mode d'appropriation par excellence de l'autre, par ingestion de l'étrangeté, par phagocytage de l'exotique. L'animal le plus étrange est celui qui ne se mange pas, qui vous regarde à distance et semble vous manger des yeux. J'ai pensé depuis, suivant l'opinion de ceux qui disent que le lézard se délecte de la face de l'homme, que celui-là, il s'agit de l'iguane monstrueux, l'iguane gigantesque, que celui-là avait pris aussi grand plaisir de nous regarder que nous avions eu peur à le contempler. Tout ou presque au Brésil se consomme. On le verra lors du retour vers la France avec l'épisode de la famine en mer, quand on mange jusqu'aux singes et perroquets, et du dernier perroquet jusqu'au bec et aux pieds, comme dit Léry. Quand bien plus les passagers décharnés ne trouvant plus que mordre sucent et rongent des pièces de bois de Brésil, on finit par manger du bois de braise, bois sec pourtant et sans humidité sur tous autres, ce bois de braise qui a donné son nom au pays, sa couleur rouge sang au récit, ce bois Brésil qui symbolise la cupidité des Blancs face à la sagesse immémoriale du sauvage, immobile et presque sédentaire en sa forêt natale, et donc pour finir ingéré par le voyageur contraint par la faim. Si la France antarctique n'a pas su retenir ses colons et les manger d'une certaine manière, ces derniers, en revanche, mangent le Brésil au sens le plus littéral du terme. Ils mordent dans sa substance rougeoyante, ils la ruminent fibre après fibre, ils humectent leurs lèvres tuméfiées à cette sève de sang, un sang d'encre qu'ils boivent en guise de viatique sur le point de rendre l'âme et désespérant d'arriver au port. Mais Dieu merci, ils arrivent en baie d'Audierne, puis devant le beau et spacieux havre du Blavet sur le futur site de Lorient où ils débarquent. Et finalement, les riz qui n'a été ni jeté à la mer ni grignoté, et le bois avec lui, donc se retrouvent à La Rochelle. Tout n'est pas perdu, le Brésil est négociable, il se mange et il se vend. L'histoire naturelle, je terminerai par là, s'humanise encore par un autre biais. Dans l'économie narrative de l'histoire d'un voyage, le catalogue des animaux et des plantes ne relève pas uniquement de l'inventaire. Il permet d'introduire ici et là des pans d'aventure subjectives. Léry se raconte en décrivant la réalité inouïe à laquelle il est confronté. J'ai rappelé donc la scène de l'iguane monstrueux. Il faudrait parler toujours à propos du bois de braise, des chemises mises à blanchir et ressorties rouges de la lessive où l'on avait jeté de la cendre de raboutan. On a mis de la cendre croyant que ça blanchirait la lessive. Au contraire, ça l'a rendu rouge, rouge sang, rouge Brésil. Ou encore, comme dirait Jean-Christophe Ruffin, ou encore du gros orteil du narrateur sucé par un vampire durant la nuit et laissant le hamac tout ensanglanté. C'est en ce sens que l'histoire naturelle est aussi le récit d'une initiation, une histoire morale. Cette histoire morale se sert de l'Indien comme d'un détour allégorique. Comme chez Montaigne, le détour par autrui permet de mieux se connaître soi-même, mais le regard final, ce regard qui revient, est sans complaisance aucune et sans tendresse particulière. Le sauvage juge du civilisé, c'est un thème que l'on rencontre chez Jean de Léry, mais pas seulement chez lui. Le procédé de la révolution sociologique, pour employer l'expression de Roger Caillois à propos des lettres persanes, cette révolution sociologique remonte au moins dans notre civilisation à Saint-Augustin, ou du moins à un sermon apocryphe qui lui est attribué, dans lequel l'évêque d'Hippone rendait compte d'une mission en Éthiopie auprès de peuples monstrueux, les uns sans tête, les autres avec un seul œil au milieu du front, mais fort chastes et d'une grande piété. Ô immense misère des chrétiens, voilà que les païens sont devenus les docteurs des fidèles, que les pécheurs et les prostituées ont devancé les fidèles dans le royaume du Christ. Et il en va un peu de même des Tupinambas qui servent de modèle aux chrétiens venus d'Europe et de mauvais chrétiens. Le Brésilien ressuscite le philosophe nu de l'Antiquité, ce gymnosophiste cher à Platon, Aristote et Plutarque. Nu et en bonne santé, il ignore l'empire criminel des passions qui nous dévorent. Le chapitre 16 de ce qu'on peut appeler religion, qui est le plus critique à l'égard des Indiens, les exonère pourtant de tout blâme en ce qui concerne cette vie terrestre. Et je cite Léry, page 421, « Car pour l'égard de cette vie terrienne, j'ai déjà montré et montrerai encore qu'au lieu que la plupart par-deçà étant trop adonnés au bien de ce monde n'y font que languir, au contraire, ne s'y fourrant pas si avant, y passent et vivent allègrement, presque sans souci. Si l'on veut s'en tenir
à la police des sauvages, l'éloge est sans réserve, quoiqu'ils ignorent les lois divines et humaines, c'est-à-dire le message évangélique, et qu'ils soient conduits seulement par leur naturel, quelque corrompus qu'ils soient, ils n'en vivent pas moins en paix les uns avec les autres, mieux incomparablement que les soi-disant chrétiens. Leur hospitalité digne des patriarches de la Bible témoigne de l'humanité de ces gens, lesquels, néanmoins, nous appelons barbares. C'est déjà du Montaigne, hein. La formule se retrouve chez Montaigne, et Montaigne a probablement lu, et presque certainement lu, le livre de Léry avant d'écrire son chapitre des cannibales, hein, qui est publié 2 ans après l'histoire d'un voyage sur les îles du Brésil, dont la première édition est de 1578. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Et c'est ce que dit déjà Léry. Mais Léry ne s'en tient pas au point de vue général et abstrait de la déclamation dont relève l'essai des cannibales, libre exercice de pensée poursuivi hors de toute contingence historico-politique jusqu'à ses ultimes conséquences. Léry, qui a passé près d'1 an au Brésil, se place au plan pratique de l'expérience et sa conclusion est d'autant plus surprenante. Il y a plus de sécurité à vivre parmi les cannibales qu'entre Français de confessions différentes. Étrange paradoxe que ce modèle de vie chrétienne, tiré de la contemplation des Indiens anthropophages, les guerres de religion que Léry a traversées ensuite ne sont pas étrangères à ce constat. Tellement que les ayant expérimentés, je me fierais et me tenais de fait lors plus assuré entre ce peuple que nous appelons sauvage, que je ne ferai maintenant en quelques endroits de notre France avec les Français déloyaux et dégénérés. Je parle de ceux qui sont tels. Au moment de rembarquer pour l'Europe et de prendre congé définitivement du Brésil, Léry dira ses regrets d'une nation plus remplie d'humanité que celle où la Providence l'a fait naître. C'est la fameuse confidence presque inouïe dans la littérature du XVIe siècle, et que relève évidemment Claude Lévi-Strauss. Je regrette souvent que je ne suis parmi les sauvages. Une phrase tout à fait extraordinaire que l'on trouve au chapitre 21. Cette phrase, il est vrai, est à double détente. Elle exalte le sauvage pour mieux, je termine, pour mieux enfoncer le chrétien prétendu. On ne saurait donc la dissocier de son contexte moral et polémique. Il s'agit de stigmatiser l'ingratitude de la mère patrie par le détour du plus lointain et du plus barbare en apparence. Il reste que dans sa formulation abrupte et sa situation presque conclusive, cette réflexion qui résume le sentiment du livre ouvre à un avenir philosophique particulièrement fécond. Je crois que je m'arrête. Ah, en fait, la personne qui avait son micro ouvert ne voulait pas t'interrompre. Ah bon. Tu avais du temps, si tu veux. Ah bon, je continue alors. Bon, alors je reprends. Ça fait 27 minutes, voilà, tu peux prendre. Ah, c'est 3 minutes alors. Moi, j'ai essayé de profiter. Bonjour Grégoire. Résultant de tout ce qui précède, ainsi que j'ai amplement montré en cette histoire, cette confidence tout à la fois nostalgique et accusatrice montre aussi comment le prophète chez Léry ne se tient jamais très loin de l'ethnographe et du curieux. L'imprécation est prête à fuser sur la fin de la phrase. Elle n'est formulée ici qu'en sourdine. Parmi les sauvages, je regrette que je ne suis parmi les sauvages, auxquels j'ai connu plus de rondeur qu'en plusieurs de par deçà, lesquels, à leur condamnation, portent titre de chrétien. À leur condamnation, l'incise est à prendre très au sérieux. Il ne s'agit pas tant d'une condamnation morale que d'une malédiction prophétique. C'est de la damnation éternelle qu'il est question. Tel est le sort réservé aux hypocrites et aux sépulcres blanchis de par deçà. J'en reviens à la proposition déjà formulée. Le sauvage juge du civilisé, mais le tribunal dont il s'agit désormais n'est autre que celui du jugement dernier, constamment présent à l'horizon de l'histoire et plusieurs fois évoqué par Jean de Léry dans son livre. L'éloge du sauvage, de celui qui n'est en aucune manière le bon sauvage, ce n'est pas le bon sauvage du tout chez Léry, bien sûr, et qui n'est encore que le libre, que le noble sauvage, noble savage, disent justement les anglo-saxons, a pour arrière-plan l'eschatologie chrétienne. Le tableau du Brésil flotte au-dessus de l'abîme où verse déjà le monde de la fin des temps. Dans ce théâtre des derniers jours, le sauvage tient au moins 2 rôles distincts, celui de probable damné, dont il est question à la fin du chapitre 16, et celui de témoin, c'est son rôle essentiel dans l'histoire, celui de témoin à charge dans le procès instruit contre les mauvais chrétiens. Ce témoin se lève du banc de l'accusation. La première fois,
c'est au chapitre 13 des arbres, herbes, racines, à propos du bois de braise, du bois Brésil. Ce chapitre botanique commence tout naturellement par le bois le plus célèbre, celui qui a donné son nom au pays. Après sa couleur, son tronc et sa feuille est décrite la manière d'en charger les navires à dos d'homme, c'est-à-dire à dos d'Indien, d'autant qu'il n'y a, je cite, chevaux, ânes, ni autres bêtes pour porter, charrier ou traîner les fardeaux pour ce pays-là. Cette production végétale est donc orientée vers l'Europe, comme si les indigènes n'en avaient pas l'usage. On apprendra incidemment, au cours de la conversation qui suit, que les Indiens, ignorant nullement les propriétés tinctoriales du bois Brésil, en usaient pour rougir leurs cordons de coton, plumages et autres choses. Mais bien sûr, ils ne l'exploitent pas à grande échelle. Tout se passe comme si cette production typiquement exotique était d'emblée détournée et accaparée par les intrus venus d'Europe qui en font leur encre, c'est le cas de Léry, il décrit sa relation d'encre de Brésil, ou teignent leurs vêtements d'apparat et surtout fondent sur son trafic des profits indus. Le bois de Brésil se négociait à la bourse d'Anvers. Léry oublie que son récit, enfin semble oublier que son récit a d'abord été écrit d'encre de Brésil, et c'est de là pour commencer qu'il tire son autorité. Que de plus, la consommation de planchettes de bois Brésil lors du voyage retour vers la France, quand la faim s'est embarquée avec les passagers, l'empêche peut-être tout simplement de mourir de consomption. Léry réagit ici avec toute l'intransigeance du moraliste qui déclame contre le luxe et la superfluité d'habits, avec une véhémence inspirée qui rappelle les prophètes de l'Ancien Testament et qui annonce directement les diatribes de Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville, lorsqu'il donc condamne les Européens qui viennent dans les îles lointaines du Pacifique pour donc en ramener, pour découvrir un état de nature, un prétendu état de nature, qui leur convient tout à fait, qui est une invention de leur part. Voilà, on en finit par Diderot, par l'abbé Prévost et par l'abbé Raynal. Diderot s'en servira pour les adieux haïtiens dans le supplément au voyage de Bougainville. C'est ainsi que Léry rebondit au XVIIIe siècle, à l'époque des philosophes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à profiter. Ils ne sont pas encore très réveillés. En attendant qu'ils réfléchissent, je regarde s'il y en a dans le chat. Non? Aucune question, même derrière l'écran? Ok. Ah oui, une question. Merci. Cécile. Okay. Je vous remercie avant que vous posiez la question, comme ça c'est... Vous avez parlé de truchement, de droguement. Oui. Comme intermédiaire entre la réalité exotique et le sujet. Quelle forme peut prendre ce droguement, ce truchement? Ah, bah ce sont les jeunes gens, les jeunes Français qu'on abandonnait, enfin qu'on laissait au Brésil, que des expéditions antérieures ont laissé au Brésil et qui vivaient parmi les sauvages. Et Léry s'en prend souvent à ces truchements qui sont en fait qui sont acquis aux mœurs brésiliennes, qui partagent les mœurs des Indiens, qui prennent femme parmi eux souvent et qui apprennent leur langue et qui servent d'intermédiaires donc entre les équipages qui viennent et les populations indiennes qui habitent au Brésil. Donc, ils jouent un rôle essentiel dans le processus de traite du bois de braise. C'est essentiel. C'est tout à fait... les truchements, oui, ça pourrait être un beau sujet de leçon. C'est à la fois les intermédiaires indispensables à la traite du bois de braise, les intermédiaires indispensables aussi à la connaissance des Tupinambas. Léry ne découvre les Tupinambas que par eux, que grâce à eux. Il le dit tout le temps. Il est en compagnie de truchements quand il se rend à pied dans l'intérieur de la baie de Rio, à l'exception de cette excursion qu'il a faite seul avec un de ses compagnons. Et c'est là qu'il a rencontré le fameux reptile énigmatique qu'il évoque. Mais les truchements jouent un rôle essentiel. Alors, Léry a besoin d'eux, il est leur ami en pratique. Il est toujours accompagné d'un truchement, presque toujours accompagné d'un truchement, sauf une fois. Mais en même temps, il les condamne d'avoir renoncé à la religion et
aux traits civilisés. Par exemple, il couche avec n'importe qui, il couche avec toutes les femmes qu'il veut. Hein. Et il y en a un qui attrape même, pense-t-il, hein, c'est dans le chapitre 19, hein, et qui a attrapé sans doute des maladies vénériennes, bon, ce qui est sans doute faux d'ailleurs, mais Léry donc, est hostile à ces truchements du point de vue de leur fusion dans la nature exotique, mais il en a besoin pour comprendre cette nature exotique. Il condamne aussi ces truchements qui mangent de la chair humaine, qui deviennent cannibales comme les cannibales eux-mêmes, comme les Tupinambas eux-mêmes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Là. Donc, ces truchements jouent un grand rôle dans le récit, bien sûr. Hein. C'est intermédiaire, ami et ennemi en même temps, dans la mesure où il se prête mal à la mission réformatrice qui est Léry. Alors, c'est aussi l'ambiguïté du personnage de Jean de Léry. Jean de Léry, au moment où il va au Brésil, n'est pas du tout pasteur. Hein. Il est artisan. Hein. C'est un ouvrier, un compagnon. Hein. Et il fait des chaussures. Hein. Il est chaussetier. Il n'est absolument pas pasteur. C'est ensuite qu'il fait ses études de théologie, à son retour du Brésil, qu'il fait ses études de théologie assez rapidement, sans doute sous l'autorité de Calvin, hein, qui est encore vivant à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il va prêcher. Et sa carrière prend un tour tout à fait différent. Donc Léry, une ambiguïté de Léry, qui est à la fois le jeune homme artisan, donc dont l'avenir est tout tracé, est assez limité. Et puis d'autre part, c'est aussi le pasteur qui parle et qui prêche quand il écrit son histoire d'un voyage sur la terre du Brésil, quand il le met en forme. Il y a aussi une difficulté dans ce texte. Ce texte, comme Alexandre Tarrette l'a montré dans un article qui va paraître dans Viatica, justement, ce numéro qui n'en finit pas de devoir paraître. Et Jean de Léry donc, a écrit un texte en deux moments distincts. On peut penser qu'au moment de son voyage au Brésil, on peut lui prêter une certaine confiance, une confiance relative évidemment. Il dit qu'il a écrit la première version de son récit quand il se trouvait au Brésil, d'encre de Brésil. Il a écrit en rouge, rouge sang. Mais la partie centrale, il y a des parties peut-être qui ont été écrites au Brésil, mais une bonne partie du récit qu'il a écrite très tard. Il a écrit très tard les passages qui répondent à André Tévet, notamment le début et la fin. Le début de l'histoire et la fin de l'histoire sont de rédaction très postérieure, d'une rédaction qui a une vingtaine d'années, qui survient une vingtaine d'années après le voyage au Brésil. Donc un livre fait en deux temps, et évidemment un livre qui n'a pu être conçu, qui n'a pu être disposé, l'ordre du récit, l'ordre dont j'ai parlé, n'a pu venir qu'après la lecture d'André Tévet, qu'après la lecture de la cosmographie universelle de 1575. Donc, c'est un écrit assez complexe qui s'est écrit sur une vingtaine d'années. Il y a plusieurs strates qu'il est assez facile de repérer. Merci. Et Alexandre Tarrette, j'ajoute juste ce dernier point, c'est une idée qui n'est pas du tout la mienne, mais c'est une idée que je trouve très intelligente. Donc, il a bénéficié du secours de la famille Coligny. C'est un texte qu'il a écrit pour venger la mémoire de l'amiral de Coligny qui a été complètement massacré à la suite de la Saint-Barthélemy par Catherine de Médicis, par le pouvoir royal. Donc il réhabilite Coligny qui, avant de devenir le chef des protestants pendant les guerres de religion, a été l'instigateur de cette politique maritime audacieuse, cette politique coloniale qui s'est incarnée donc dans la France antarctique du Brésil et ensuite dans les expéditions de Floride lors de la décennie suivante.